Votre confiance nous honore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective des faits marquants de la semaine qui s'achève. Tout d'abord, le mercredi 31 juillet 2015 entre fortement dans les annales de l'histoire du monde scientifique. Un vaccin contre Ebola est officiellement trouvé, RVSV-Zebov. C'est son nom. Son efficacité a été prouvée par le comité scientifique de l'Organisation mondiale de la santé sur échantillon de 4000 personnes en Guinée. C'est le coordinateur national de lutte contre Ebola qui l'a annoncé. Il a également indiqué qu'une quantité suffisante est en route pour éradiquer l'épidémie en Guinée. Abdurrahman Ba. Le moment est historique. Dr Sakoba Keita, coordinateur national de lutte contre Ebola en Guinée, annonce à la presse la découverte du premier vaccin qui s'est avéré efficace à 100% selon les essais contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Madame, Messieurs les journalistes, nous avons l'honneur et le plaisir de vous livrer l'un des résultats les plus attendus qu'on avait dans la riposte contre Ebola depuis l'année dernière. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 7 mars dernier, grâce à la collaboration de certains partenaires dont les représentants sont dans la salle, je veux parler de l'Organisation mondiale de la santé qui a permis de conduire les recherches vers la découverte de ce vaccin Merck. Et je fonde également mon espoir pour que le Tout-Puissant mette tout son baraka dans ce vaccin et pour que ce vaccin puisse atteindre les objectifs qui sont vos siens, qui sont les siens du peuple de Guinée et de la communauté internationale. Sur les 4000 Guinéens qui ont reçu ce vaccin, ça a permis d'assurer une protection chez ces personnes. Son efficacité ne laisse place à aucun doute. Ces essais cliniques qui ont été administrés sur 4000 personnes ici en Guinée l'édifient suffisamment. L'essai vaccinal en Guinée a porté sur deux groupes. Il y avait un premier groupe qui recevait la vaccination immédiate. Il y avait un deuxième groupe qui recevait le vaccin après les 21 jours. Ainsi, le groupe qui avait été vacciné immédiatement, on n'a eu aucun cas d'Ebola qui s'est révélé dans ce groupe. Et cependant, parmi les groupes qui ont reçu la vaccination retardée, il y a eu 16 personnes qui ont développé la maladie. Ce, sur le plan statistique, est une donnée très, très significative. En Guinée, désormais, toute la ceinture des contacts va être vaccinée afin d'éliminer la propagation de la maladie et ainsi vaincre Ebola enfin. À partir de la minute et de ce jour, tous les contacts des nouveaux cas de la Guinée vont immédiatement recevoir ce vaccin afin d'arrêter l'évolution s'il y a des infections dans le corps de celui-ci. Cependant, la découverte de RVSV-Zebov ne signifie pas l'abandon total du respect des mesures d'hygiène. Cette vaccination ne remet pas en cause nos stratégies actuelles. Je veux parler de l'isolement des cas éventuels. Deuxièmement, de l'observance des mesures de prévention, notamment le lavage des mains dans les lieux publics, dans nos bureaux et partout. La prudence doit être observée. Déjà, une dose suffisante de ce vaccin miracle contre Ebola est en destination pour la Guinée. La marchandise pourrait être accueillie à Conakry dès le mercredi prochain. Et quant à notre pays, on détient encore des stocks de ce vaccin dans le pays, ce qui nous permettra de continuer l'essai. Et le stock complémentaire de plus de 4000 doses va arriver le mercredi prochain pour que tous les contacts éventuels que nous allons enregistrer à partir de maintenant puissent bénéficier de cette vaccination immédiate. RVSV-Zebov a été développé par l'Agence de la santé publique du Canada et sa licence a été déposée par les laboratoires américains Merck et Newlink Genetic Corps. Pour l'instant, il n'a pas reçu l'autorisation d'être commercialisé. Et puis, les femmes de Guinée ont célébré vendredi à Conakry le 53e anniversaire de la journée panafricaine des femmes. Au cours de cette commémoration, un vibrant hommage a été rendu à la femme africaine en général et celle guinéenne en particulier pour leur bravoure. Nabi Kamara et Diatou Diallo.
Instituée le 31 juillet 1962 par l'Assemblée générale de l'ONU et l'Organisation de l'Unité africaine, la Journée panafricaine des femmes est une journée au cours de laquelle la femme africaine est à l'honneur. À l'occasion de cette journée de commémoration, le ministère de l'Action sociale a organisé une cérémonie ce vendredi au Palais du Peuple pour rendre un grand hommage aux femmes de Guinée. Au plan politique, malgré leur faible représentation dans les instances de décision, les femmes guinéennes ont marqué les différents processus politiques du pays par leur participation à la préparation des consultations électorales, au dialogue national et à la consolidation de la paix. Au plan économique et de la lutte contre la pauvreté, un accent particulier est mis sur la contribution inestimable des femmes guinéennes à la sécurité alimentaire. Le Premier ministre a félicité au nom du gouvernement les femmes de Guinée pour leur bravoure, tout en les promettant que l'État guinéen sera toujours à côté d'elles pour assurer leur épanouissement. Le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. C'est pourquoi le gouvernement guinéen est mobilisé plus que jamais à concrétiser cette promesse du chef de l'État. À ce titre, malgré le démarrage raté de la promotion des microfinances en faveur des femmes lancée depuis 2011, l'ouverture récente des MOUFA constitue une preuve éloquente de cette détermination. Nous sommes persuadés que l'accès au crédit par les femmes contribuera sans nul doute au renforcement de leur autonomisation. Célébrée cette année en Guinée sous le thème autonomisation de la femme dans la lutte contre la pauvreté, cette journée a été une occasion pour certaines femmes leaders de Guinée de rappeler l'importance de l'autonomisation de la femme. Le thème de cette année, à mon avis, est un thème approprié parce qu'il permet vraiment de mettre l'accent sur les efforts des États afin de rendre les femmes plus autonomes du point de vue économique, afin que le développement réel du continent se fasse. Ce thème-là, c'est un très bon thème, puisqu'il faut que les femmes s'épanouissent. Pour s'épanouir, il faut avoir la volonté, avoir le courage. Les femmes ne doivent plus rester à la maison, ils ne doivent plus rester derrière. Cette journée panafricaine de la femme a été sanctionnée par la prestation de certains artistes de la place. En bref, le Forum national sur la clarification du rôle et des missions de l'État dans le processus de développement s'est tenu mercredi à Conakry. Cette initiative du ministère de la fonction publique doit permettre aux forces vives du pays de mieux recentrer les actions, rôles et missions de l'État. C'est le président de la République qui avait présidé la rencontre. Et puis, le président de la République a officiellement lancé les travaux physiques du méga-projet Backbone national à fibre optique dans la préfecture de Dubrika. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise UAE sur une distance de 4000 km et le projet va couvrir toute l'étendue du territoire national et va permettre de révolutionner le secteur de la communication et de créer des milliers d'emplois en Guinée. Maurice Sidibé. Le chef de l'État lance officiellement ici à Dubrika les travaux physiques du méga-projet le Backbone national à fibre optique. La Guinée est le seul et premier pays au sud du Sahara à déployer un tel projet de fibre optique sur une distance de 4000 km. L'honneur a été donné à Dubrika que ce soit le premier magistrat de ce pays qui pose ce câble à la sortie de la préfecture. L'avantage, chaque fois qu'on arrive dans une grosse agglomération, une grande ville, nous allons activer la fibre pour permettre déjà à cette population locale de bénéficier des avantages de la fibre. En dehors du territoire guinéen, les pays limitrophes, n'est-ce pas, attendent l'arrivée de ce cadre sur ces derniers kilomètres de bénéficier des avantages, n'est-ce pas, de cette fibre. Aussi, il faut retenir que c'est la Guinée, le premier pays au-dessus du Sahara, qui a eu le courage de déployer la fibre sur une distance de 4000 km. Il y a eu des pays qui l'ont essayé, mais tenez-vous bien, ils n'ont pas dépassé les 1500. Ce projet, aux yeux du père de la nation, va révolutionner le domaine de la communication et de propulser le développement dans tous les autres secteurs. Grâce à la fibre optique et de nouvelles technologies, nous allons révolutionner entièrement tout notre système d'éducation, de santé, etc.
Nous allons signer des accords avec les universités en France, en Chine, aux États-Unis, etc. Ce qui veut dire que nos étudiants pourront suivre le cours en même temps que les étudiants de Lyon, de Washington, de New York ou de Pékin. Parce que ceux qui vont enseigner là-bas aux étudiants, ces mêmes cours grâce à l'Internet et aux nouvelles technologies, nos étudiants pourront suivre les mêmes cours en même temps. Les 4000 km de fibres optiques qui sont en phase d'être réalisés ne suffiront pas selon le président de la République. Donc la couverture va s'étendre sur toutes les localités du pays. La fibre optique, nous allons faire 4000 km. Mais 4000 km, c'est ce que Huawei va faire. Mais ces 4000 km ne suffiront pas. Le gouvernement sera tenu et obligé de faire la connexion entre la fibre optique et les différents villages. Si nos jeunes dans les villages ont les mêmes avantages que les villes, si l'économie se développe dans les villages, ils n'auront plus besoin d'abandonner pour venir dans les villes et créer des bidonvilles comme nous voyons que nous venons de faire en Afrique. Avec un coût de financement de 238 millions de dollars américains, le projet va créer 20 000 emplois et la fin des travaux est prévue en 2017. Bientôt, un cadre harmonisé de déontologie, de discipline et de définition de stratégies de vulgarisation des textes juridiques de la police et de la société civile en Guinée. Cela après la tenue d'une rencontre de 6 jours pour diagnostiquer les textes juridiques y afférents. Lancée mercredi par le PNUD, la rencontre devrait favoriser le fonctionnement du conseil disciplinaire de la police à travers la réforme du secteur de sécurité. Vincent Traoré pour le compte rendu. Caractérisé par la désorganisation des forces de défense et de sécurité, l'absence du contrôle civil, le dysfonctionnement du système judiciaire, le secteur de la sécurité en Guinée est en pleine réforme. C'est dans cette optique que les autorités en charge de la sécurité et du programme des Nations Unies pour le développement ont initié cette rencontre de 6 jours pour décortiquer les causes de l'absence du mécanisme de contrôle et de surveillance, la confusion des rôles des différents corps qui assurent la sécurité. Premièrement, finaliser le code de déontologie et de l'éthique de la police. Finaliser, deuxièmement, le code de discipline et tabler sur quelle stratégie pour la vulgarisation des instruments juridiques et législatifs afférents à la police et à la protection civile. Souvent pointé du doigt par les citoyens lors des interventions des maintiens de l'ordre, le nouveau code de déontologie et de discipline de la police et de la protection civile va favoriser la professionnalisation du secteur, mais également le contrôle dans l'agissement des agents et des officiers. Vu la qualité des participants, vu leur expérience, vu l'apport des partenaires techniques et financiers, toutes les conditions sont réunies pour sortir in fine de cet atelier avec des textes qui reflètent la pensée politique de son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne la construction en Guinée de l'état de droit. Cette rencontre de 6 jours entre acteurs de sécurité permettra la finalisation d'un code de bonne conduite des forces de sécurité dans leur rôle, mais aussi définir la stratégie de vulgarisation des textes juridiques de la police et de la protection civile en Guinée. L'information, c'est aussi le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts qui a tenu une table ronde mercredi à Conakry sur le financement du programme de cadre septennal de gestion durable du réseau guinéen des aires protégées 2015-2022. Ce projet qui consiste à protéger l'environnement en Guinée est appuyé par des partenaires comme l'Union européenne et le PNUD. La rencontre a connu la présence des différents cadres du département et des représentants des institutions républicaines. Iliatou Diallo. Présidée par la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, cette table ronde sur le financement du programme cadre septennal de gestion durable des aires protégées qui s'inscrit en droite ligne de la politique sectorielle du département ambitionne de répondre aux exigences de la Guinée en matière de respect de ses engagements vis-à-vis de la Convention sur la diversité biologique. La mise en œuvre de ce projet contribuera également à l'atténuation de la pauvreté de la population riveraine par la mise en place de dispositions de gouvernance. Les aires protégées constituent aujourd'hui pour le monde entier
la pierre angulaire de la conservation et la gestion durable de la diversité biologique. Il va de soi que la préservation de l'environnement passe par la protection du cadre de vie, la prévention des risques et la gestion efficace de l'environnement en général. Pour ce faire, mon département, à travers l'Office guinéen de parcs et réserves, a élaboré et validé une stratégie nationale de gestion des aires protégées que nous souhaitons gérer durablement. La Guinée possède certes de nombreuses aires protégées, entre autres 342 forêts classées, 2 parcs nationaux et d'autres catégories d'aires protégées sur le littoral et sur les zones frontalières avec certains pays limitrophes. Mais force est de constater que cette protection est trop souvent virtuelle et que les ressources de biodiversité de la Guinée se sont considérablement dégradées ces 2 dernières décennies. Pour y remédier, l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée lance un appel tout en réitérant son engagement à soutenir la Guinée dans ce projet. Nous allons aussi continuer notre partenariat avec le ministère de l'Environnement pour que les mesures qui doivent être prises soient réellement prises. J'ai fait le lien avec la réforme du secteur de la sécurité. En Guinée, il est important qu'on arrive à mettre fin à l'impunité, et c'est valable pour beaucoup de domaines de la société guinéenne, y compris de l'environnement. Tant que les gens peuvent prendre des actes illégaux et s'en sortir sans aucune sanction, ils vont continuer. L'extension du projet permettra d'accompagner le département dans sa capacité de contrôle et de mise en application CITES avec un objectif de renforcement de la législation et du contrôle du trafic de la faune sauvage. Rien ne va plus entre le ministère de la Jeunesse, la direction du patrimoine bâti public et la jeunesse de la commune de Ratoma. À l'origine de ce bras de fer, l'allocation de la maison des jeunes de Ratoma à la société de contrôle technique Civita, une décision qui serait venue de la présidence de la République mais qui a du mal à être exécutée car les jeunes de cette commune s'y opposent. C'est une décision du président Alpha Condé qui a du mal à être appliquée sur le terrain. L'octroi de l'ancien hangar qui servait de maison des jeunes avant la construction de la nouvelle à la société de visite technique de véhicules Civita. Le patrimoine bâti public qui gère ce domaine a adressé un courrier à la direction communale de la jeunesse à cet effet. Mais les jeunes du quartier se seraient opposés à l'installation de Civita. On avait reçu un courrier provenant de la présidence au niveau du patrimoine bâti public. Et ce courrier parle que la parcelle de l'autre côté là est octroyée à la société Civita. C'est tout ce qu'on sait de la situation. Quand les jeunes ont appris ça, pratiquement ils ne sont pas restés tranquilles. Ils sont venus se mettre en contact avec moi. Je les ai expliqué réellement, c'est l'administration. Moi je suis là, c'est le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes qui m'a mis ici pour pouvoir représenter ce département. N'ayant pas encore reçu l'autorisation de son département de tutelle, la direction communale tarde à exécuter le verdict du président de la République. Un imbroglio qui en dit long sur les relations entre le directeur du patrimoine bâti public et le ministre de la Jeunesse. Les 2 commis de l'État, pour l'heure, se refusent à tout commentaire. Bon, c'est une bombe à retardement si on n'arrive pas à trouver solution. Attends, le président de la République est là. Il peut faire, n'est-ce pas, un écrit, il peut faire un discours par rapport à ça, de laisser, n'est-ce pas, la partie là pour l'entreprise de Civita. Personne ne peut sauter, n'est-ce pas, la décision du président de la République. Moi, personnellement, moi qui suis là, je fais la politique du président de la République. Donc, les jeunes aussi ne peuvent pas trouver le contraire par rapport à la décision, n'est-ce pas, du président de la République. C'est le seul pays aujourd'hui, là où il n'y a pas l'entreprise de Civita. C'est en Guinée seulement, il n'y en a pas. C'est pourquoi il y a plein d'accidents. Un avis pour l'heure qui n'est pas partagé par la jeunesse de Ratoma, qui a une position tranchée. Elle préfère que cette maison soit sa tombe que d'être octroyée à Civita. A rappeler que c'est la énième fois que les installations de cette entreprise soient sabotées.
Autre fait marquant de la semaine, les enseignants contractuels et OMI de Guinée ont entamé jeudi une grève pour exiger la régularisation de leurs dossiers. À cet effet, ils se sont rassemblés au lycée 2 octobre à Kaloum. Après une rencontre avec le Premier ministre, Mohamed Seyd Fofana leur a demandé les pièces justificatives que leur lie à l'État. Mamadou Condé. Alors que le concours de recrutement d'enseignants à la fonction publique pointe à l'horizon, les enseignants contractuels et OMI de Guinée haussent le ton. Après 6 à 7 ans de service sans salaire, ils exigent leur engagement sans condition. Au nombre de 1200, les grévistes veulent être priorisés lors du prochain recrutement des 3500 agents dans le secteur de l'éducation. Nul n'est au-dessus de la loi. Si nous devons faire le concours, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on soit accompagné par, si vous voulez, par tous les documents qui prouvent qu'effectivement, nous, anciens contractuels, nous sommes prioritaires parce que déjà nous sommes sur le terrain, on a fait 7 ans, on a l'expérience, donc au lieu, n'est-ce pas, de recruter d'autres personnes, en principe, c'est nous qui devons vraiment être les premiers à être recrutés. Ces enseignants contractuels avaient passé le dernier concours de recrutement, mais aucun d'entre eux n'avait été retenu. Aujourd'hui, ils se montrent très fermes. Le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana, qui a reçu leur délégation ce jeudi, a demandé les pièces justificatives. Bon, on était déjà en premier entretien avant que le Premier ministre ne vienne. Donc, tout de suite ici, quand on a décidé d'aller encore à leur rencontre ici, puisque c'était chose promis, on nous a fait savoir ici que nous devons maintenant là entrer en possession de nos pièces à conviction ici pour que la situation ici soit réglementée. Maintenant, bon, les différentes listes ici de ceux qui servent réellement sur le terrain ici, sans pour autant passer par les autres voies que vous connaissez ici, qui puissent ici être un blocus pour nous. Pour la suite des entretiens avec Mohamed Seyd Fofana, les enseignants contractuels et OMI de Guinée ne désespèrent pas. C'est grâce à lui qu'ils perçoivent une prime mensuelle. Parmi les grévistes, il y a des enseignants et correcteurs aux examens nationaux, mais ils préviennent, la grève se poursuivra s'ils ne sont pas satisfaits. Le brevet d'études du premier cycle a été officiellement lancé lundi sur toute l'étendue du territoire national, placé sous le signe Tolérance zéro vers l'excellence. Ils sont 100 000 candidats inscrits cette année au compte du BEPC. Ils ont composé lundi en rédaction et histoire. Comment cette première journée d'examen s'était-elle passée pour les candidats et les surveillants? Élément de réponse dans ce reportage d'Abdurrahman Ba. Sortie tout azimut des candidats, après l'écoulement du temps imparti pour la deuxième matière, alerté par cette sonnerie. Nous sommes au lycée Kipé, l'un des centres retenus cette année pour abriter les épreuves du BEPC. La centaine de candidats inscrits dans ce centre viennent d'être évalués en rédaction et histoire. Parmi eux, beaucoup se plaignent de la deuxième épreuve qui serait très difficile. Si je souhaite partir, je suis sûr que je peux avoir des notes. En rédaction au moins, mais en histoire, ça c'est un peu bouleversé avec moi. L'épreuve de rédaction, c'était très facile pour moi, j'avais bien fait. Mais l'histoire, sur la deuxième question, là je n'ai plus rien fait. On m'avait tué là-bas parce que c'était un peu difficile. Autre plainte, la sévérité de la surveillance. Comme on peut le constater dans cette salle, où les deux surveillants sont arrêtés entre les rangées avec la plus grande vigilance. Malgré tout, les candidats sont optimistes quant à leur réussite à cet examen. Avec la grâce de Dieu, je sais que ça peut aller. Je suis prêt quand même à 99%, je peux avoir le brevet et je suis prêt à affronter le brevet. Les surveillants saluent la sagesse des candidats. Ils pensent que ce comportement va les caractériser jusqu'à la dernière journée. Les candidats sont bien comportés, on n'a pas eu de problème. Pour la journée d'aujourd'hui, ça s'est bien passé quand même. Non, il n'y a pas eu de problème. Depuis que les enfants sont rentrés, ils étaient chazes, ils sont bien comportés dans la salle. J'espère que ça continuera comme ça. Cette année, des nouvelles mesures prises par les autorités du tutelle concourent à la qualification du système éducatif guinéen. Parmi ces mesures, l'interdiction formelle des téléphones dans les centres d'examen, Akipé, le délégué, est ferme sur leur application. Nous avons reçu les notes circulaires par rapport à cela. Je sais bien que les instructions seront respectées à la lettre. Parce que quiconque passe à côté, il sera sanctionné. Et là où le surveillant est interdit de venir avec son portable, est-ce que l'élève lui-même viendra avec son téléphone? Je ne crois pas. Demain mardi, les candidats vont être évalués dans les épreuves de dictée-question et de physique.
Notez que le BEPC a pris fin samedi sans fausse note majeure et demain lundi, les lycéens de la terminale vont passer le bac unique sur toute l'étendue du territoire national. Politique à présent, le 4e congrès du PUP, Parti de l'Unité et du Progrès, devait aboutir vendredi à l'élection d'un candidat pour représenter le parti à la présidentielle du 11 octobre prochain. Malheureusement, le congrès s'est transformé en échauffourée après la proclamation des premiers résultats de la Haute-Guinée. La Guinée forestière et la Moyenne-Guinée ont donné apparemment la victoire à Fodé Bangoura. Maurice Libé nous fait le point. Alpha Condé a fait ce qu'il a voulu, il a raconté. Il a eu. Le monsieur est venu avec son esprit. Il a dit non, je ne veux pas de toi. Notre Condé a rendu l'âme. Il a fait la même chose. Il vous accepte maintenant encore. Ce 4e congrès du PIP, Parti de l'Unité et du Progrès, cette deuxième journée s'est déroulée sur fond de haute tension ici, une grande tension dans la salle comme vous constatez à travers les images ici. Aujourd'hui, la candidature de Amadou Kamara et Fodé Bangoura ici fait couler beaucoup d'encre et de salive. On a suivi tout à l'heure les premiers résultats de la région de la Haute-Guinée et la région de la Guinée forestière. Juste après la proclamation de ces résultats, il y a eu, s'il faut dire, l'incompréhension totale dans la salle ici. Comme vous voyez dans la salle, les fans d'Amadou Kamara sont opposés catégoriquement à ces résultats ici. Et c'est le tohubohu total dans la salle. Ici, c'est l'incompréhension totale. Et mes téléspectateurs. Les congressistes sont dans la salle, tandis qu'il y a une équipe qui sort, va faire une liste, soit disant que c'est la liste là, c'est le résultat du vote. Alors qu'il n'y a pas eu vote. Tout le monde est en Cheikh Ahmed Kamara. Le véritable président de ce parti-là que l'ancien compte nous a laissé, c'est Cheikh Ahmed Kamara. Le Fouta n'a pas voté parce qu'on ne nous a pas demandé. Ils ont fait leur consentement là-bas et venir dicter ce qu'ils ont à dire. Nous, on n'a pas voté. Donc calmez-vous. Nous allons tous accepter de mettre la balle à terre. Je vous prie de vous calmer, de rentrer, regagner chez vous. Je vous remercie de cette forte mobilisation. Demain, à partir de 10h, Inch'Allah, nous allons tous nous retrouver au siège du PUP. Venu représenter le président de l'UFDG à ce congrès, le vice-président du parti n'a pas apprécié l'ambiance électrique dans laquelle s'est déroulée l'élection du président du PUP pour la prochaine présidentielle. Dr Fodé Oussou Fofana est au micro de Maurice Sidibé. Honnêtement, moi je suis venu pour représenter la CELU à ce congrès parce que nous avons été invités. Je venais pour la clôture du congrès. Mais ce qui se passe au siège du PIP, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais ce que nous apprenons, c'est que il faut pas qu'on divise un parti politique. Il ne faut pas qu'il y ait de l'infiltration. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires pendant ce congrès-là. C'est dommage pour le PIP parce que c'est l'un des premiers partis de la Guinée et Lansana Conté mérite mieux. Parce que Lansana Conté, c'est quand même qui est le père de la démocratie guinéenne. Nous savons qu'il s'est battu pour que le PIP soit un parti vraiment national, où tous les Guinéens se retrouvent. En fait, en un mot, beaucoup de Guinéens ont été PIP avant d'aller dans un autre parti politique. Mais c'est dommage, je pense que ça c'est pas bien pour l'image du PIP. C'est déjà une très grande catastrophe. Sport à présent, à 2 semaines du congrès électif à la Fédération guinéenne de football, le FEGUFOOT, prévu le 14 août prochain à Conakry.
Les candidats en lice à la présidence usent de tous les moyens possibles pour convaincre l'électorat. C'est dans cette perspective que l'ancien international guinéen Abdul Karim Bangoura Akabe, candidat à la présidence de la FEGIFOOT, a animé une conférence de presse mardi. Objectif, décliner son programme de société et ses axes prioritaires pour le football guinéen. À quelques jours du prochain congrès électif à la Fédération guinéenne de football, 3 personnes pour l'heure ont annoncé officiellement leur candidature. Il s'agit du sortant Salifou Kamara Super V, Ibrahima Sorini Magan Bleu et Abdul Karim Bangoura Akabe. Le dernier met le pied sur l'accélérateur. Devant un parterre de journalistes, l'ancien international guinéen a sollicité le soutien sans réserve de tous les acteurs du football guinéen. On a un projet, comme je l'ai dit tantôt, bien ficelé, qui concerne la formation des formateurs, la formation de nos jeunes, la réinsertion de nos anciens joueurs, les infrastructures. Vous voyez tout ce qui se passe ici aujourd'hui. Les enfants ne font que jouer dans les rues. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, quand nous, on sera là, je l'ai dit et je le répète encore, chaque année, avec l'allocation qu'on va avoir et de la FIFA et de la CAF, on fera minimum un terrain synthétique. Et chaque année, on enverra 10 entraîneurs à la formation. Les équipes nationales toucheront 30 millions, plus 2 jeux de maillot et 10 ballons chacun pour un départ. S'agissant de la gestion actuelle du football guinéen, par Salifou Kamara Super V, l'ancien sociétaire de l'association sportive de Kaloum, a remué le couteau dans la plaie. Tout l'argent que cette fédé encaisse, nous le savons tous, pratiquement combien cette fédé gagne, mais à l'arrivée, on ne voit pas les retombées sur notre développement, sur le développement de notre football, encore moins les projets, tout simplement. Donc, tout ça prouve à suffisance que nous, on s'est décidé de se présenter, de se porter candidat pour corriger tout ça. La candidature ne peut pas faire l'unanimité au sein de la Fédé, tout simplement parce qu'elle est juge et partie en même temps. C'est elle qui décide qui doit compétir ou non. Malheureusement, c'est comme ça. Et ça, c'est pas normal. Et nous, quand on aura la chance demain d'y accéder, on va changer tout ça parce que c'est pas le statut standard de la FIFA. C'est eux qui ont rajouté des paragraphes pour bloquer demain des personnes ressources comme vous à vous porter candidat. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parlant de ses priorités, le principal challenger de Super V, Akabe, a promis de signer un accord pour la création d'une ligue professionnelle avec les clubs étrangers. Il compte aussi réorganiser le championnat national s'il est élu le 14 août prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective. À tous, merci de l'avoir suivi. Il faut continuer sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.